Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire deux textes que j'ai écrits aujourd'hui suite à un article qui était passé dans un magazine scientifique qu'on m'avait envoyé et qui parlait justement d'une découverte, on va dire une observation faite par des scientifiques sur le fait que les femmes pouvaient ressentir de la jouissance pendant leur accouchement, ce qui faisait que l'accouchement, qui passait pour une chose douloureuse, et qui l'est d'ailleurs, pouvait être aussi considéré comme une espèce de source de plaisir pour la femme. Alors ce sont des articles bien sûr qui confirment, pour ceux qui ont déjà suivi mes textes, mes pensées et mes recherches scientifiques sur mon Facebook, donc ça confirme ce que j'expliquais, et ça confirme aussi ce que j'explique dans d'autres vidéos où j'ai déjà abordé ce sujet. Donc pour ceux qui me suivent peut-être moins, ou qui me suivent depuis moins longtemps, je vais vous lire deux petits textes pour que vous compreniez un peu, justement, l'ambiguïté, mais en vérité c'est assez simple, de cette, on va dire, recherche de souffrance chez la femme, et de ce courage face à la douleur et à la mort de la femme, que l'on ne retrouve pas forcément chez l'homme, bien que l'homme soit éduqué au courage pour des raisons propres à la survie de notre espèce, car il a à accomplir un rôle bien particulier. Donc je vais vous lire, qui lui demande de ne pas avoir de courage, mais d'être obligé d'aller dans des actions dangereuses. Donc je vais vous lire ces petits textes, et vous allez voir, vous allez comprendre le fonctionnement de l'humanité, et peut-être aussi vous allez mieux comprendre les relations hommes-femmes, et ce qui taraude les hommes et les femmes, ce qui constitue leur personnalité, et ce qui constitue aussi leur pulsion, leur désir même inconscient. Donc le premier texte s'appelle « Le courage des femmes et la lâcheté des hommes ». Les femmes ont cette capacité à rechercher la douleur et à être stoïques devant la mort et la souffrance, que les hommes n'ont pas. C'est pour cela que l'homme doit être éduqué au courage, alors que la femme est courageuse par nature. Si l'homme fuit le danger et la souffrance, c'est que le bon chasseur et le bon guerrier est celui qui revient vivant et sans blessure de ses chasses ou de ses combats. Ainsi, l'homme fuira la souffrance et la mort, mais devra par obligation y être confronté pour défendre son territoire et rapporter de quoi vivre à son groupe. De nature lâche mais agressive, l'homme doit être éduqué au courage pour transcender sa nature et ainsi faire de lui un prédateur efficace, sachant écraser le faible pour conquérir le monde et fuir le fort pour rester en vie. Quant à la femme, si elle n'est pas agressive de nature, elle est obligatoirement courageuse, car si elle devient mère, elle sera obligatoirement confrontée à la souffrance et parfois à sa propre mort. Pour que l'humanité perdure, la femme doit être courageuse par nature et même rechercher inconsciemment la souffrance pour accomplir son rôle de mère. Donc voilà, vous comprenez maintenant que la femme est très courageuse de nature, même si elle n'est pas agressive comme l'homme. L'homme qui est agressif pour défendre son territoire ou s'imposer auprès des autres hommes pour pouvoir conquérir les femmes. La femme, elle, accueille, attire, et par sa fonction même de mère, elle sera confrontée obligatoirement à la souffrance et parfois à la mort. Alors maintenant, c'est bien moins risqué d'accoucher, on peut même faire des péridurales pour éviter la souffrance, mais la femme est par nature programmée pour passer outre justement ce savoir qu'elle a inscrit en elle, même par éducation, savoir qu'elle va peut-être, qu'elle va sûrement, qu'elle va souffrir obligatoirement, et qu'elle va peut-être mourir. Elle a ce courage pour donner la vie, de passer par-dessus cela, et d'aller à la souffrance, et d'aller parfois à la mort. Alors, moins maintenant, puisque les progrès en médecine ont fait que les femmes ne mouraient plus en couche. Il fallait savoir qu'avant, beaucoup de femmes mouraient en couche, soit que l'enfant ne passait pas, car il y a un problème dans le diamètre, et le cerveau et la taille du petit. Chez l'homme, je vais vous expliquer pourquoi l'accouchement humain est très risqué, alors que l'accouchement des autres animaux l'est beaucoup moins. Mais la femme est programmée pour justement
aller vers le danger, aller vers la mort, et cela pour donner la vie. Hein. Avant, comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en couche, et les progrès qui ont été faits par les femmes pour qu'elles ne meurent pas en couche, hein, ou après de septicémie, hein, ou d'hémorragie, ou de septicémie, ou le bébé coincé. Hein. C'était quelque chose qui était très fréquent, et elles étaient au courant de ça, puisque les femmes vivent en communauté de femmes, elles cèdent à l'accouchement, donc on le sait culturellement, on le sait organiquement, et on a cette capacité à rechercher la douleur et à braver la mort pour donner la vie. Hein. Il faut savoir que maintenant, il y a beaucoup moins d'infections, mais ça a été très récent qu'on soit aperçu que en lavant les draps, en faisant bouillir les draps, on risquait beaucoup moins d'infections postnatales, hein, post-accouchement, on va dire, avec les femmes, où il y avait Semmelweis aussi, un Hongrois célèbre, qui en voyant mourir sa femme, s'était aperçu qu'en mettant du chlore, donc de l'eau de javel, dans de l'eau, en se lavant les mains à l'eau chlorée, on risquait beaucoup moins, quand on faisait sortir les petits, de passer des germes à la femme qui pouvaient infecter cette dernière et générer des septicémies mortelles. Donc la femme savait qu'elle pouvait mourir en donnant la vie, c'était une action risquée, surtout qu'elle ne la donnait pas autant jadis, une fois ou deux comme nous, les Occidentaux, la donnons, mais elle la donnait 4, 5, 6 fois, 7 fois, des fois avec souvent des bébés qui mouraient, et le risque pour elle d'avoir soit un bébé qui se présentait mal et qui restait coincé dans le ventre, hein, et puis une césarienne, il n'y avait pas d'antibiotiques, on y passait, hein, la plupart du temps, même si c'était fait par les Romains, c'était pour sauver le bébé, où on s'infectait et on pouvait mourir, on mourait d'hémorragie, hein, comme on peut le voir dans les livres de Tolstoï, où les mamans meurent, hein, meurent en couche, et il l'avait vu chez ses amis, chez ses profs, d'ailleurs sa maman je crois était morte en couche. Donc c'était des choses très très fréquentes, et les femmes le savaient, donc il y a ce courage de la femme, courage que l'on ne retrouve pas chez l'homme, comme je vous l'ai expliqué, car l'homme est programmé justement pour aller au combat. Il est éduqué pour ça, il est agressif, il a besoin de conquérir le monde, mais il reste en vie si justement il arrive à se retenir et à fuir devant le danger. L'homme est fait pour écraser le faible, par intelligence il va calculer, écraser et dominer le faible pour lui prendre son énergie, hein, pour conquérir son territoire ou fuir devant le plus fort, et tout ça dans des actions guerrières. Donc l'homme est éduqué au courage, est éduqué au combat mythique, hein, qu'on peut voir sur les parois des grottes européennes, des grottes d'ailleurs, des murs de toutes les cavernes de l'époque paléolithique, hein, qui sont aussi des espèces de gravures religieuses, mais aussi des gravures pour inciter l'homme à des actions héroïques en combattant des gibiers importants, donc en lui donnant le courage d'affronter de gros gibiers, car l'homme est fait par nature pour fuir le danger. Vous comprenez? Le danger pour pas mourir, puisque au combat, le bon chasseur est celui qui sait attaquer par agressivité, mais fuir au bon moment pour ne pas mourir, tout simplement. Donc on a deux différences, les femmes ne sont pas agressives mais courageuses, les hommes sont très agressifs mais ne sont pas courageux, c'est des qualités pour chacun, l'homme doit transcender sa lâcheté, la femme, elle, doit aller au-devant de la mort pour donner la vie, ce qui est très intéressant à comprendre. Alors il faut savoir, il faut comprendre que pour la femme, le fait justement d'être attiré par cette souffrance, d'être attiré par la mort quelque part, hein, cette pulsion à aller vers la mort et vers la souffrance pour en vérité donner la vie, est quelque chose qui s'est développé relativement récemment dans l'évolution de l'humanité, à partir du moment où le cerveau s'est développé et a pris une certaine taille, parce qu'il y avait à ce moment-là un conflit évolutif, la bipédie entraînant quand même une limitation dans la taille du bassin, et en même temps un bassin qui retient les viscères, alors que chez les quadrupèdes, les viscères sont retenus comme dans un hamac par la sangle abdominale. Chez les humains, c'est différent. On ne peut pas avoir non plus un bassin trop large pour ne pas gêner les déplacements, hein, avec de grandes oscillations du bassin qui gêneraient, qui rendraient la personne moins efficace. Donc le bassin est à une certaine taille, ne peut pas dépasser vraiment cette taille, parce qu'autrement il y aurait de trop gros viscères et ça ne serait plus fonctionnel. Hein.
Mais par ailleurs, notre espèce devenant de plus en plus sociale, avec un cerveau de plus en plus développé par l'acquisition d'un langage extrêmement complexe permettant des relations sociales extrêmement développées avec les individus, les bébés qui naissent avec le cerveau le plus gros, mais aussi le plus inachevé, auront le plus de chances de rester en vie, de transmettre leur vie, car ils pourront à ce moment-là remplir leur cerveau d'une mémoire, en fin de compte d'une mémoire sociale, d'interaction, d'une mémoire leur permettant des relations sociales extrêmement complexes et une compréhension du milieu qui leur permettra de dominer en fin de compte, le monde, mais aussi de s'affirmer par rapport à ses propres congénères. Donc plus le bébé aura un gros cerveau et plus le bébé sera prématuré, donc prématuré avec un gros cerveau, puis plus il aura des chances de pouvoir être un individu qui s'affirmera dans l'existence et qui pourra avoir à ce moment-là une descendance nombreuse en s'affirmant par rapport aux autres individus. Alors, évidemment, il y a une compétition qui se fait entre la taille du cerveau, mais aussi la viabilité des mamans. Si le cerveau est trop gros, le bébé va rester coincé et la maman va mourir avec le bébé. Si le cerveau est trop petit, donc l'enfant aura moins de matière grise, donc moins de capacité d'accumulation mémorielle, faisant de cet individu un être parfaitement adapté dans une humanité extrêmement socialisée. Hein. Donc, avec moins de chances d'être un bon reproducteur, une bonne reproductrice, car elle n'aura pas lié de bons liens sociaux. Donc, on voit que la taille du cerveau est fondamentale. Un être intelligent qui sait nouer des relations sociales et qui sait maîtriser son milieu a plus de chances, par son gros cerveau, de transmettre la vie. Mais un gros cerveau est un handicap pour les mamans. Donc c'est pour ça qu'on voit un gros cerveau qui se colle parfaitement à la taille du trou, de l'orifice de la maman. Et au cours de l'évolution, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cerveau, le crâne du bébé prend une certaine forme, hein, pour avoir le maximum de matière grise à transformer après en mémoire des faits vécus, bien sûr, hein, par les connexions synaptiques, hein, qui se nourront par le vécu, la mémorisation des réflexes traditionnels de l'existence. Donc, ça sera très important. Donc, un gros cerveau, mais qui collera au détroit inférieur, à l'orifice du bassin, qui se déformera quand il passera par le bassin, par l'orifice de la maman, pour justement optimiser la taille du cerveau et l'intelligence du petit qui naîtra. Donc, toujours ce conflit entre détroit, intelligence, taille du bassin, intelligence du petit, et c'est pour ça que les naissances chez les hommes sont problématiques, car un trop petit cerveau générera quelqu'un de moins performant, puisqu'il pourra avoir, évidemment, le cerveau est quelque chose qui peut être très performant, même en n'étant pas très gros, mais dans une humanité extrêmement sociale, plus tu as de matière grise, plus tu as de chances de pouvoir t'affirmer et de pouvoir avoir un bon stock de mémoire et beaucoup de connexions neuronales synaptiques permettant d'avoir de très bonnes relations. Donc on s'aperçoit qu'il faut que le cerveau soit le plus gros possible. Donc le cerveau va chez le bébé, au moment du passage dans l'orifice se déformer, hein, pour ne pas perdre de taille de cerveau. Donc la nature a bien fait les choses pour avoir un cerveau qui sortira le plus gros possible, hein, de la maman. Mais évidemment, s'il est trop gros, la maman meurt. S'il est trop petit, l'individu sera un peu pénalisé. Donc on s'aperçoit qu'on maintient quand même cette humanité avec des difficultés de passage, tout simplement pour laisser des enfants, laisser au monde des enfants, mettre au monde des enfants avec de gros cerveaux, faisant des animaux, des êtres, des individus sociaux extrêmement performants pour conquérir le monde et s'affirmer entre leurs congénères. Donc ça colle toujours au bassin. Trop petit, ça marche pas, c'est pas assez intelligent. Trop gros, ça bloque. Donc, on a ça. Quelque chose aussi qui est très intéressant à savoir, c'est que l'humanité s'est adaptée justement à cette éducation très longue qu'on aura. Donc, on a des bébés de plus en plus prématurés, on va dire prématurés, même s'ils sortent à 9 mois, ils restent prématurés au niveau du développement cérébral, hein, puisque même si le cerveau d'un petit enfant est beaucoup plus gros que le cerveau d'un petit singe, le cerveau d'un petit enfant fait entre 30 et 40% de la taille d'un nouveau-né, de la taille d'un cerveau adulte, donc il va continuer à se développer à l'extérieur avec une croissance très
longue, hein, alors que le cerveau d'un macaque, par exemple, fera 70% de la taille d'un cerveau de macaque adulte, donc une croissance beaucoup plus brève, donc une éducation beaucoup plus brève, lui permettant d'emmagasiner en fin de compte beaucoup moins de mémoire sociale que le cerveau de l'homme. Donc on s'aperçoit qu'il y a là-dedans un ajustement permanent de la nature pour avoir les cerveaux les plus gros qui sortent en fin de compte des femmes, hein, qui sortent des bassins des femmes, hein, donc qui colleront le plus au bassin des femmes en se déformant, donc un risque pour la maman, hein, mais aussi un avantage si le cerveau est gros et sorti, hein, pour l'individu qui va l'avoir, mais aussi une croissance lente à l'extérieur. Donc on voit que la nature est bien faite, mais ça s'est fait quand même au prix de la mort de nombreuses femmes pour laisser en vie des individus au cerveau le plus gros possible, hein. Alors si c'est trop gros, ils meurent, si c'est trop petit, ils sont un peu cons. Donc être optimal, ça veut dire passer avec justesse dans le détroit, hein, dans le bassin de la maman. Donc c'est pour ça que les mamans ont souvent un peu de problèmes, alors qu'une femelle chimpanzé, ça passe beaucoup plus facilement. Puis alors en plus, par exemple les européennes ont encore plus de problèmes que les africaines, parce que les bébés ont déjà un cerveau un peu plus gros, et en plus ils sont plus gras, hein, ce qui fait que ça passe plus difficilement. Donc en général, ils ont déjà le bassin plus large, et un peu différente parce qu'ils sont plus gras à cause de l'hiver pour des raisons climatiques. Donc voilà, petite vidéo. J'ai un autre texte à vous lire sur le fait justement que la femme recherche la souffrance, hein. Ce texte s'appelle, petit texte, hein, La recherche féminine de souffrance. Inconsciemment, les femmes recherchent la souffrance, sentir leur chair s'ouvrir et leurs orifices se dilater jusqu'à la douleur. C'est pour cela que dans le vocabulaire amoureux un peu vulgaire des hommes, on parle de défonce, de labourage, d'éclatage, des termes en rapport avec des actions violentes pouvant être douloureuses. Cette recherche inconsciente de la douleur est chez la femme une programmation génétique lui faisant désirer la souffrance. Souffrance qui, au fond d'elle-même, est associée à l'action de donner la vie. Cette vie arrivant dans la souffrance. Nos petits à gros cerveaux générant des compressions, des étirements importants et douloureux des chairs lors de leur sortie. La femme doit donc, du plus profond de son génome, désirer cette association de l'accouchement et de la douleur pour que l'humanité continue à exister. Et c'est ainsi que la femme, dans ses rapports, on va dire sexuels, hein, des fois, recherche parfois la souffrance, mais d'une façon inconsciente, bien sûr, et modérée, hein. Pourquoi? Parce que cette souffrance est associée au fait de donner la vie. Et quand la femme donne la vie, elle éprouve aussi une certaine jouissance. Alors pas toujours, mais c'est souvent, ça a été démontré récemment par des études. Et on s'est aperçu qu'il y avait, lors du passage du bébé, une compression souvent des piliers du clitoris, hein, qui générait des fois, lors des contractions, lors du passage du bébé, hein, un sentiment de souffrance de jouissance lié à la souffrance. C'est ainsi que les femmes, dans les relations, on va dire, amoureuses avec les hommes, ont souvent ce besoin instinctif de ressentir dans leur chair un peu ce martelage, cet étirement qu'elles pourraient ressentir à l'accouchement, une espèce de programmation pour ressentir ce qu'elles ressentiront plus tard, tout simplement. C'est pour ça que les hommes eux-mêmes sont programmés pour essayer de dominer les femmes et de les défoncer, hein. L'amoureux transi d'amour qui fait l'amour avec des câlins est souvent mis de côté car il n'a pas assez de testostérone, il ne sera peut-être pas s'imposer auprès des autres hommes, et la femme a besoin de ressentir non seulement un homme qui la labourera violemment, mais qui la dominera au lit. Tout ça est symbolique, c'est une espèce de test de la femme envers l'homme, hein, pour se donner à lui, pour vérifier aussi, lorsqu'elle se donne, si cet homme a un bon taux de testo, cette violence, alors bien sûr tout ça est à modérer, hein, et symbolique, mais cette violence et cette domination que l'homme peut vouloir faire sur la femme au lit, imposer à la femme au lit, est en vérité souvent recherché par la femme. C'est un test pour vérifier si l'homme a cette violence en lui, cette agressivité liée à la testostérone, et ce besoin de s'imposer, de dominer, qui est en vérité un besoin de s'imposer et de dominer de cet homme, à l'extérieur aussi,
pour rapporter l'énergie à la femme, comme celle-là sera occupée à nourrir le bébé de sa propre énergie, avec son propre lait, avec son propre corps, hein, et sera occupée à l'éducation des petits-enfants, ne pouvant pas aller chercher l'énergie. Donc elle a besoin d'un homme dominateur, conquérant, et elle le testera, inconsciemment bien sûr, pendant les rapports sexuels, pour ressentir en vérité la puissance de domination de l'homme, ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance, qui est la volonté d'accumulation énergétique et de domination de l'homme sur le monde, qui est en vérité accumuler l'énergie, dominer le monde pour le redonner à la femme en conquérant la femme et en lui donnant notre énergie, notre sperme et la vie qui poussera en elle tout simplement. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer un peu comment fonctionne le monde. Et si les femmes me disent que ce n'est pas vrai, je leur répondrai que 50 nuances de Grey, hein, c'est un roman qui a été un best-seller et qui est majoritairement lu par les femmes. Hein. Une femme qui est prise par un homme, dominée et soumise par un homme riche, jeune et beau et très riche, qui va lui apprendre à se soumettre et être dominé, en fin de compte une espèce de jouissance, car l'homme qui la domine pourra dominer le monde et lui rapporter l'énergie pour que la vie puisse croître en elle et qu'elle puisse continuer le monde dans sa chair et ensuite éduquer ces petits êtres qui formeront l'humanité. Petite vidéo de 21 minutes. J'espère que j'ai été clair. À bientôt. J'espère que maintenant, vous comprendrez les hommes, vous comprendrez les femmes, et les femmes, vous comprendrez les hommes. Et j'espère que vous vous comprendrez mutuellement pour que continue cette humanité et que vous allez aimer vos particularités et que vous allez les comprendre. À bientôt.